Il y a à Paris une obscurité que les lumières de la tour Eiffel ne peuvent jamais atteindre. C'est une obscurité de marbre froid et de verre impénétrable, où l'odeur de l'ozone et des fortes pluies masque celle de la misère humaine. C'est l'Aïle de la Cité à 2 heures du matin, et le manoir de Gabriel Moreau, le milliardaire qui a bâti un empire immobilier en vendant à d'autres s'illusions de sécurité, est l'endroit le plus froid et le plus lumineux de toute la ville. C'est une forteresse moderniste, dont les murs de verre reflètent la tempête qui, ce soir, fait rage sur la capitale française avec une rare fureur. En l'observant, essayez d'imaginer la sensation, faible bruit de tonnerre résonnant sur le marbre, les lumières dorées de sécurité clignotant dans le jardin immaculé. Ce luxe est si absolu qu'il en devient presque effrayant, et c'est ici que commence notre histoire, l'histoire de la façon dont la question la plus simple d'un enfant, choqué et détruit la vie, parfaitement, calculée d'un homme. Si ce sentiment de contraste a déjà retenu votre attention, l'idée que la plus grande richesse peut cacher le plus grand vide, prenez une seconde et dites-moi dans les commentaires. Quels mots utiliseriez-vous pour décrire cet endroit? Vert? Froid? Vide? Votre interaction nous aide à comprendre quel type de vérité nous devons chercher ensemble. Mais revenons à la nuit. Du haut de sa tour d'ivoire, Gabriel Moreau était assis dans son bureau. Le narrateur nous dirait qu'il avait 45 ans, mais ses yeux fixés sur les rapports financiers projetés sur un écran de 200 pouces semblaient centenaires. Il ne ressentait pas le froid de la tempête. Il calculé en termes d'impact sur le marché de l'assurance. Sa discipline était légendaire, son humanité était oubliée, et il aimait cela ainsi. Il avait construit un mur invisible de indifférence et distanciation, et ce mur était sa véritable demeure. Personne, absolument personne, ne franchissait ce portail en fer forgé sans rendez-vous et vérification de solvabilité, sauf peut-être ceux qui n'avaient plus rien à perdre. Et c'est là que le scénario de la vie de Gabriel Moreau commence à se déchirer, comme un tissu coûteux accroché à un clou rouillé. Une petite silhouette bouge. Coupe rapide montre une petite main agrippée à la rambarde, la peau écorchée par le métal froid, le son grave et grinçant étouffé par la pluie. C'est un minuscule détail, une incongruité qui brise la perfection de la scène. Le jardin conçu pour repousser la nature est violé. C'est un animal blessé, pensons-nous, ou un petit envahisseur. Quoi qu'il en soit, c'est la vulnérabilité de ce mouvement qui nous pousse à nous tourner vers l'écran. Et Gabriel, là-haut, était inconscient, complètement absorbé par l'optimisation de son prochain investissement. Mais le destin ou la misère avait un plan plus direct. Dans la ruelle près du mur de pierre, la pluie tombait comme des marteaux. Notre caméra descend au niveau du sol, se concentrant sur les jambes maigres et nues de Élise, à peine 7 ans. Elle ne porte plus de chaussures. La boue et l'eau froide sont tout ce qu'elle connaît. Elle serre contre sa poitrine un lapin en peluche en lambeaux, une relique sale qui exhale une vague odeur de savon et de fumée, le dernier vestige d'une vie disparue depuis des mois. L'odeur de la peur est presque palpable. Elle tremble, pas seulement à cause du froid, mais aussi à cause de l'adrénaline. Elle s'est enfuie. Elle s'est échappée de quelque chose, qui n'est pour l'instant qu'une ombre effrayante à la périphérie de l'écran, mais qui promet de se révéler dans la scène suivante. Et c'est à travers cette ombre, et non le froid, qu'elle court vers la seule chose à Paris qui semble assez grande pour l'abriter, l'hôtel Moreau. Elle parvient à se faufiler par une petite ouverture dans la clôture, une erreur de calcul de l'architecte de sécurité. La vue est celle d'un visuel mini-cliffhanger. Elle est dense de la propriété intacte, mais toujours devant la porte. Et si auparavant la lumière de Gabriel était parfaite, maintenant la lumière de sécurité du garage est une promesse de refuge. Elle se blottit derrière un rosier sombre, son souffle embué par l'air humide. Ses grands yeux, emplis d'un mélange de terreur et d'espoir qui semble trop ancien pour son visage, scrutent le jardin. Elle n'a qu'un seul objectif. Chenilel aperçut un arbre abandonné au coin de la rue, vide et couvert de lierre, le dernier et humble recoin d'abri qui lui restait. Mais à cet instant précis, le moteur d'une voiture ronronna doucement dans l'allée, glissant silencieusement sur l'asphalte. C'était la voiture de Gabriel. Le faisceau des phares éclaire le visage d'Élise l'espace d'une seconde, et la portière s'ouvre. Gabriel, grand et impeccablement vêtu de son pardessus sombre, en sort. Il rajuste son manteau, l'esprit déjà fixé sur Genève, sur la réunion de demain. Il ne voit pas l'enfant, il ne voit que calcul. Mais c'est les Ilanski le frappent.
Un silence qui n'est pas de la nature, mais un silence humain dans un endroit où personne ne devrait être. Il se retourne lentement, forcé de se déconcentrer. Et c'est à ce moment-là que la tempête cesse d'être une métaphore et devient scène. Et lui, l'homme qui a gouverné le monde, sera confronté à une voix qui n'a rien à lui offrir, si ce n'est une question impossible à ignorer. La porte de la voiture blindée de Gabriel Moreau, un homme habitué à faire taire les salles de réunion d'un regard, s'ouvre. La scène est un choc visuel. D'un côté, l'isolation élégante du milliardaire, de l'autre, la vulnérabilité brute chez Élise. La pluie s'abattait violemment sur l'asphalte, mais soudain, le son le plus fort était celui du cœur de Gabriel qui battait dans sa poitrine, un battement dont il ne se souvenait même pas. Il ne la vit pas tout de suite. Ses yeux scrutaient les menaces visibles, comme des chiens de garde ou un intrus adulte. Son esprit entraîné à la grosse affaire, pas pour le petite. Tragédie. Mais alors la silhouette apparaît dans l'ombre, trempée jusqu'aux os, les lèvres tremblant non pas à cause du froid, mais à cause du courage d'avoir rompu son propre silence. « Seigneur !» murmure-t-elle, sa voix presque couverte par le rugissement du vent, mais le son est suffisamment clair pour percer le mur d'indifférence de Gabriel. « Je peux dormir dans ton chenil ce soir ?» Arrêtez-vous et ressentez cette phrase. Ce n'est pas une demande d'argent, ce n'est pas un vol. C'est le point le plus bas du besoin humain, distillé en une pétition pour quelque chose qui est, par définition, fait pour abriter un animal. C'est le accroche émotionnel, cela désarme le public. Le cerveau de Gabriel, habitué aux équations complexes, se fige. Il cligne des yeux, la pluie effaçant momentanément le masque de discipline de son visage. Aucune réunion du G7, ni aucune négociation territoriale ne l'avait préparé à cela. Et le plus choquant, il n'y a pas de chien-île, ne l'avait jamais fait. Les animaux étaient salissants, et Gabriel détestait l'imprévisible. Élise, dans son innocence désespérée, avait demandé refuge auprès de gardiens du désordre zéro. L'ironie est délicieuse et affligeante. Pour maintenir la tension, le narrateur doit nous rappeler. Pourquoi ne la repousse-t-il pas immédiatement? La caméra coupe sur éclair rapide, presque subliminal, aux yeux de Gabriel. Ce n'est pas l'image d'Élise qui l'arrête, mais une mémoire fugace de sa propre enfance, quelque chose qu'il a enfermé sous 7 clés de marbre dans son subconscient, un écho d'une vulnérabilité longtemps réprimée. Lacune en matière d'information. Qu'est-il arrivé à Gabriel enfant pour qu'il soit si froid? La réponse se trouve dans ce clin d'œil, et le public devra regarder jusqu'au bout pour le découvrir. Il s'accroupit, un mouvement maladroit pour un homme qui ne s'agenouille que devant le pouvoir. Son regard croise celui d'Élise. De près, il voit les égratignures sur ses bras, la terre incrustée sur ses mains, la façon dont son épaule se contracte à chaque rafale de vent. Mais ce sont ses yeux, immenses et sombres, qui l'atteignent. Plein de peur et un espoir désespéré, ça ne correspond pas à ses 7 ans. C'est l'incongruité, cela brise votre logique. La force de l'espoir au milieu de tant de douleur. Gabriel, l'homme qui n'hésite jamais, hésite. La pluie s'apaise légèrement, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. « Tu ne peux pas rester ici », dit-il enfin. Sa voix est plus ferme qu'il ne l'aurait voulu, presque un ordre militaire. Élise, habituée au refus violent, se contente de regarder les flaques. « Je ne ferai pas de dégâts », murmure-t-elle. « Le jardin est parfait. » Elle demande la permission de « être invisible », de ne pas être sauvée, et cette humble acceptation de sa propre misère porte le coup fatal au cynisme de Gabriel. « Comment t'appelles-tu » demande-t-il. « Élise » répond-elle. Il répète, testant le son. « Élise, je ne te laisse pas dormir dehors. Entre, au moins jusqu'à ce que tu sois au chaud. » Son incrédulité est plus éloquente que n'importe quel cri. À l'intérieur, avec elle, surprise choquante, elle confirme l'incongruité du moment. L'homme le plus riche et le plus solitaire de Paris invite la rue dans sa vie. Gabriel se lève et se dirige vers la porte d'entrée. C'est une porte massive, faite d'ébène et d'acier, qui, pendant des années, n'abritait que des partenaires commerciaux et des employés discrets et invisibles. Il l'ouvre. La chaude lumière dorée de l'intérieur se répand sur les marches de pierre. Une promesse, cela semble trop beau pour être vrai. Le bruit que vous entendez maintenant n'est pas le tonnerre, mais clic silencieux d'un homme fermant la porte d'une vie pour ouvrir les portes d'un avenir totalement inconnu. Élise hésite sur le seuil. Elle baisse les yeux vers ses vêtements trempés, la tache de boue sur sa main, puis vers l'éclat immaculé du sol en marbre. « Je vais tout salir », dit-elle, la
Culpabilité palpable à chaque syllabe. Gabriel la regarde, et pour la première fois, sa réponse n'est pas un calcul financier, mais une vérité morale qui le touche aussi profondément que le spectateur. « Les meubles peuvent être nettoyés », déclare-t-il. C'est la première fois qu'il met le valeur humaine au-dessus du valeur matérielle. Ce qui se passe ensuite, les petits pas humides d'Élise sur le marbre d'1 million d'euros, est la preuve visible que la vie de Gabriel Moreau vient de changer. La scène finale montre Élise contemplant le lustre en cristal, la bouche ouverte d'une admiration silencieuse, tandis que Gabriel referme doucement la porte derrière elle. Elle est fascinée. Mais il y a un détail sur lequel le narrateur doit se concentrer. La peur n'est pas encore partie. Elle serre si fort le lapin en haillons que ses jointures blanchissent. Elle est à l'intérieur, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est ce qui l'attend à l'intérieur. La minute suivante, la plus terrible des questions. La laissera-t-il rester? Le silence dans la demeure de Gabriel Moreau est plus pesant que n'importe quelle tempête. Un silence coûteux, fait de marbre et d'insonorisation, et il n'est désormais rompu que par le bruit humide des pas hésitants d'Élise. La caméra la suit, se concentrant sur la petite silhouette engloutie par l'immensité de l'espace. Gabriel, maître du contrôle, est en territoire inconnu. Il la guide à travers galeries, passant devant des sculptures d'une valeur inestimable, et de lourds rideaux de velours qui étouffaient le bruit du monde extérieur. À chaque pas, incongruité est accentuée. Il est le milliardaire froid, elle est l'essence du besoin humain, et ils sont unis par une question impensable. Le narrateur doit insister. Élise fait glisser sa petite main le long du mur, comme si elle avait besoin de sa texture fraîche pour confirmer que tout cela n'est pas un rêve fiévreux. Gabriel le remarque. Il n'est pas aveugle. C'est en fait un observateur acharné, et cette observation commence à se traduire en empathie. Il ouvre la porte d'une salle de bain pour inviter, une pièce en marbre qui scintille sous un petit lustre en cristal. Cette vision laisse Élise sans voix, et ce son, pour Gabriel, est la seule musique que son palais ait diffusée depuis des années. Il y a baignoire qui ressemble à une piscine pour elle. Il se penche sur les robinets polis, laissant l'eau chaude monter, créant une vapeur qui embaume la pièce. Eau chaude, chuchote-t-elle, un mot traité, comme un secret sacré. La caméra se concentre sur le tremblement de ses lèvres. Dans son monde, la chaleur était un luxe dangereux. Gabriel, se sentant étrangement exposé par sa propre gentillesse maladroite, ramasse de douces serviettes en coton égyptien et les place soigneusement près de la baignoire. « C'est pour toi », dit-il avec une simplicité désarmante. Les yeux d'Élise s'écarquillent sous le choc. C'est le premier grand attente brisée pour le public. Eau chaude, offerte gratuitement, sans jugement. Il part, fermant la porte avec un avertissement discret pour qu'elle se sente en sécurité. Mais dans le silence du couloir, Gabriel ne songe pas à ses rapports. L'image de l'émerveillement et de l'hésitation d'Élise le lui rappelle, dérangé profondément. Il avait construit cette maison pour impressionner partenaires, pour signaler richesse. Mais cette nuit-là, le marbre avait une fonction bien plus importante. Humblit VRI, offrir du réconfort à un enfant. Et cette révélation intérieure est ce qui nous retient. L'homme froid change, et le spectateur doit savoir jusqu'où ira ce changement. Lorsqu'Élise émerge, enveloppée dans une serviette qui l'enveloppe presque entièrement, elle est transformée. Ses joues sont rouges, ses cheveux humides ondulent. Elle paraît plus légère mais serre toujours la serviette avec une tension nerveuse. Gabriel lui tend une de ses chemises en lin blanc, si grande qu'elle lui arrive aux genoux. Elle l'habille d'imprécision minutieuse, lissant le tissu comme s'il s'agissait de soie, vestige d'habitude acquise dans la rue. C'est un pic de tendresse qui contraste avec le drame de la tempête. « Tu dois avoir faim », dit-il, et le bruit de son estomac répond avant sa voix. Dans la cuisine, Gabriel ouvre un réfrigérateur rempli de délices à $1 million. Caviar, fromage de luxe, vin de collection. Mais rien ne lui convient. Son intuition, qu'il utilise uniquement pour les affaires, le guide vers la simplicité. Du lait chaud mélangé à du chocolat jusqu'à obtenir une mousse, servi avec des biscuits. C'est un acte de soin primaire, pas d'ostentation. Élise est assise au bord d'une chaise haute. Quand la tasse de chocolat est posée devant elle, elle hésite, la tenant à 2 mains. La première gorgée la fait fermer les yeux, et lorsqu'elle les ouvre, des larmes scintillent au bord. « C'est tellement bon », murmure-t-elle, la voix brisée. Un autre pic émotionnel. Gabriel sent quelque chose se serrer dans sa poitrine. Une douleur étrange est inconnue, il la regarde manger lentement, mais remarque le mini cliffhanger de Survielle,
glisse délicatement un biscuit dans la poche de sa chemise ample sans qu'il s'en aperçoive. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Gabriel ne l'arrête pas. Il comprend. L'enfant est toujours accumulaire de la nourriture contre la faim qui, vous le savez, reviendra. Quand la fatigue l'emporte, elle demande timidement de peur de déranger. « Je peux dormir sur le canapé ? Je te promets. » De ne pas faire de dégâts. Ces mots sont lourds de sens, auto-annulation. Elle demande la permission de exister dans son espace. Gabriel répond avec un ton qui ne laisse aucune place à la discussion, mais qui est teinté d'une nouvelle fermeté protectrice. « Vous dormirez dans la chambre d'amis. » Il la conduit à l'étage. La chambre est immense, le lit recouvert de draps blancs. Élise se fige sur le seuil. « C'est tellement grand », murmure-t-elle, comme face à un nuage. « C'est à toi ce soir », répond-il. Il arrange maladroitement les oreillers, un geste qui révèle combien longtemps il ne se soucie que de lui-même. Elle grimpe à l'intérieur, disparaissant dans les plis de la couverture. Le lapin en lambeaux sous son bras. En éteignant la lumière, il entend sa voix dans l'obscurité. « Merci, monsieur Gabriel. » La gratitude d'Élise, totalement absente, le touche plus profondément que n'importe quel compliment professionnel. Il ferme la porte et ses pas résonnent dans le couloir. Silencieux, il ne se couche pas. Il se rend à son bureau. Il est assis, entouré de millions de contrats, mais il n'arrive pas à se concentrer. Ses pensées ne sont pas à Genève, mais dans le couloir, dans le sommeil agité d'un enfant. Pour la première fois depuis des années, il se demande si sa vie réussie et son solitude imposée étaient en fait suffisantes. Il ne sait pas, il ne peut pas savoir. Mais ce qu'il soupçonne à peine, c'est que l'intrusion d'Élise n'était pas le premier défi. Illy avait ombré qui la poursuivait, et ses ombres avaient déjà compris qu'elle n'était plus seule. Et maintenant, elles connaissent le nom et l'adresse de Gabrielle Moreau. Le public doit savoir qui elles sont, et ce qu'elles feront lorsque la bureaucratie et l'ambition frapperont à leur porte demain matin. Le soleil parisien, toujours symbole d'espoir et d'un jour nouveau, filtrait à travers les larges fenêtres de l'hôtel Moreau, mais pour Gabrielle, la lumière apportait une clarté inconfortable. Le silence matinal était différent du silence glacial d'avant. Maintenant, il était plein d'attente, il était à table, buvant un café, et ses yeux n'étaient pas fixés sur le marché européen, mais sur la porte du couloir. Sa maison, autrefois une machine efficace à la solitude, semblait désormais caverneux et anxieux. Quand Élise apparut enfin vêtue du t-shirt de Gabriel, les cheveux encore humides et les joues rouges, un léger sourire éclaira son visage. Le cœur de Gabriel fit un bond, spasme, quelque chose qu'il attribuerait à une mauvaise digestion, mais que le spectateur comprend comme étant la première étincelle d'attachement. Le petit déjeuner était simple, mais pour Élise, c'était une cérémonie. Elle mangea en silence, le corps tendu. Gabriel l'observa et c'est alors qu'il comprit, conflit invisible qu'elle porte, déclencheur de tension lente. Elle sépara méthodiquement les morceaux de pain, les déposant soigneusement sur le bord de l'assiette, presque cachés. Ce n'était plus le biscuit de la veille. C'était une habitude enracinée, une compulsion que l'estomac rassasié ne pouvait effacer. Les blessures de la rue n'étaient pas visibles, mais elles étaient partout, micro-mouvemентelles. Le narrateur nous rappelle, elle était en sécurité, mais agissait toujours comme si son prochain repas était incertain. Gabriel, l'homme qui a planifié l'avenir de villes entières, a ressenti une impulsion protectrice primitive, voulant arracher cette peur d'elle. Mais le monde de Gabriel est impitoyable, et il n'a pas tardé à frapper à la porte. D'abord, il est venu Inès Bernard, l'assistante sociale, alertée par des signalements anonymes selon lesquels un enfant des rues avait été aperçu entrant dans la propriété Moreau. Inès, avec son regard bienveillant mais inébranlable, représente bureaucratie bien intentionnée. Elle n'est pas méchante, elle est la système, elle, demanda d'où venait Élise, ce que Gabriel essayait de dissimuler. Élise agrippa la coudoir de son fauteuil, la voix brisée. « Il tient à moi. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. » La scène est chargée de peur de la perte. Inès écoutait, mais expliquait à logique froide de la loi. Paperasse, procédure, son sort serait décidé par des dossiers poussiéreux, pas par un milliardaire. Gabriel sentit une fureur silencieuse contre l'indifférence institutionnalisée. Le deuxième visiteur était encore plus destructeur. Céleste Moreau, la sœur de Gabriel, est arrivée de Londres comme une tempête privée. Céleste est l'antagoniste miroir. Elle représente le Gabriel d'hier. Froid, concentré exclusivement sur sa réputation. Elle n'entre pas dans le manoir. Elle envahira avec sa voix aiguë. Gabriel, quelle folie est-ce là? Un enfant des rues?
As-tu une idée du scandale que cela pourrait provoquer? La voix de Céleste est le coup le plus dur que Gabriel ait reçu. Ce ne sont pas des menaces d'enlèvement, mais trahison de ses propres valeurs passées. Elle fait pression sur lui pour qu'il laisse les services sociaux s'en occuper, protéger l'héritage. Le dilemme moral devient public. Gabriel regarde Élise, recroquevillée sur le canapé, les yeux écarquillés, et il réalise que choisir Élise, c'est détruire la vie qu'il a construite. C'est un pic de conflit interne, il doit ressentir cela. Il ne peut pas perdre cet enfant, pas après avoir permis à l'humanité de revenir dans sa vie. Il s'assied à côté d'elle, ignorant la tirade furieuse de sa sœur. Son regard vers Élise est une promesse silencieuse, un rejet de son ancien moi. La nuit tombe à nouveau sur Paris. Céleste s'en va, furieuse. Mais Gabriel n'a pas le temps de se remettre. Il sait que la bureaucratie est lente, mais ombres des rues sont rapides. Il renforce la sécurité, mais sait que les murs et les caméras ne font qu'éloigner les amateurs. L'argent peut acheter la sécurité, mais pas la paix. La vidéo devrait se terminer par le son d'une notification sur l'écran de Gabriel. Un rapport de sécurité détaillé. Ce rapport, qu'il ignore, généralement répertorie les plaques d'immatriculation des voitures suspectes qui se sont brièvement arrêtées près du portail de service. Il y en a 3, toutes louées et toutes ayant circulé banlieues industrielles de Paris. La description des conducteurs est vague, mais un détail glace le sang de Gabriel. L'un des conducteurs est barbu et grand, le même type d'homme qu'Élise avait fui. Que ferait-il? Recruter davantage de gardes était une solution de milliardaire, mais il lui fallait une tactique de proximité. Il regarda Élise qui dormait et comprit que le vrai combat ne faisait que commencer. Il devait la sortir de sa ligne de mire, mais le seul moyen d'y parvenir était « amène-la dans ton monde ». Mais ce monde, celui des centres commerciaux coûteux, était justement le plus dangereux. Le matin est venu avec un plan. Normaliser l'anomalie. Gabriel savait que le seul moyen de protéger Élise, pour l'instant, était de la mettre à l'écart des projecteurs. Mais paradoxalement, il devait l'intégrer à son monde. Il lui dit qu'ils allaient faire du shopping, pas seulement pour des vêtements, mais dignité. Il te faut des vêtements appropriés, dit-il avec la même fermeté qu'il avait utilisée lors de la conclusion d'un contrat de plusieurs milliards de dollars. La réticence d'Élise était palpable. L'acte d'acheter était aussi étrange pour elle que l'acte de confiance. Ils arrivèrent au cœur de Paris, la voiture de luxe glissant à travers les rues baignées de soleil, un contraste saisissant avec les ruelles détrempées d'où venait Élise. La scène aurait dû être merveille, mais il est teinté de tension. La caméra se concentre sur le visage d'Élise contre la vitre, ses yeux écarquillés à la vue des devantures colorées et des cafés remplis de rires insouciants. C'est un manque d'information visuelle pour le spectateur, le monde qu'il peut à peine toucher. Gabriel l'a emmené dans un grand magasin chic à Marais. Élise, accablée par des étagères de textures et de couleurs qu'elle ne connaissait pas, choisit instinctivement les articles les plus attrayants, simples et bon marché. « Ça suffit, monsieur Gabriel », murmura-t-elle en tirant sur sa manche. « Pas besoin de dépenser autant. » Résistance à la générosité, c'était la cicatrice du traumatisme qui parlait, la peur d'accepter quelque chose qui lui serait inévitablement retiré. Gabriel lui tenait l'épaule. « Élise, tu mérites plus que suffisant. » La phrase, prononcée avec un sérieux paternel, était une promesse, l'un des sommets de tendresse nécessaire pour équilibrer la tension qui approchait. La tension, cependant, n'est pas palpable. Tandis qu'il se dirige vers la caisse, la caméra suit le regard d'Élise. Son petit corps se raidit, sa main serre le bras de Gabriel avec une force désespérée. Le rythme du récit, qui était doux, devient soudain et brutal. « C'est eux », murmure-t-elle, et la peur est du pur venin dans sa voix. Gabriel n'eut pas besoin de temps pour assimiler la nouvelle. Ses yeux, habitués à scruter les salles de réunion, captèrent rapidement l'image dans la rue. 3 hommes adossés à un mur. Le chef était grand, barbu, exactement comme décrit dans le rapport de sécurité. Il ne regardait en pas les fenêtres, il regardait l'Élise. L'antagonisme C, qui était une ombre, se matérialise désormais sous le soleil de Paris. Gabriel a réagi avec l'instinct qui a fait de lui un requin en affaires, domaine et protection. Il tira Élise derrière lui, sa présence imposante créant un mur physique. L'homme barbu, souriant avec menace froide, un homme habitué à agir en toute impunité, s'est approché. « Regardez qui on a trouvé. On dirait que le riche a trouvé un nouveau jouet. » La voix de Gabriel transperça le brouhaha de la foule. « Ne t'approche plus d'elle. Elle nous appartient. » Ricana un autre en crachant par terre.
un acte de mépris flagrant envers le pouvoir de Gabriel. Ce n'est pas une question de pain, c'est une question de respect. Il facturait pour l'invasion de territoire. Gabriel comprit à cet instant que la richesse et la réputation ne valaient rien dans ce jeu. La rue ne respecte pas le solde bancaire, elle respecte le force brutite, les silences. Il a sorti son portefeuille. C'était une transaction tactique, pas une solution, gagner du temps. Il tendit les billets avec un regard qui promettait vengeance. « Prends ça, dégage ». Les hommes acceptèrent l'argent, mais leurs sourires devinrent encore plus vifs. Incongruité, cela révèle le véritable danger. L'argent ne change pas ce qu'elle est, dit l'homme barbu d'une voix basse et glaciale. Les rats errants reviennent toujours en rampant. Élise tremblait, les larmes aux yeux. Les paroles du ravisseur n'étaient pas seulement une menace, elles étaient définition de l'estime de soi que la rue lui avait imposée. Gabriel sentit le poids de cette peur s'installer jusqu'à ses os. Il la ramena rapidement à la voiture, fermant les portes blindées avec un clic sec. Alors que le moteur rugissait et qu'il s'éloignait à la foule indifférente, Élise enfouit son visage dans sa manche. « Ils ne s'arrêteront pas », elle murmura. « Ils ne s'arrêtent jamais. » Le manoir de Gabriel, qui semblait autrefois être un refuge, est devenu un cage de luxe. Il savait que ces hommes n'avaient pas disparu. Ils s'étaient simplement retirés, attendant faiblesse. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en essayant désespérément de la protéger des ombres de la rue, il l'avait par inadvertance exposée à un danger bien plus grand. Un Platki avait été activé au moment où il avait ouvert cette porte. Et la prochaine action des ravisseurs n'impliquerait pas seulement de l'argent, mais un coup personnel et chirurgical qu'il ne pourrait pas voir avant qu'il ne soit trop tard. Le confort tranquille du manoir Moreau, qui semblait autrefois un soulagement, s'est transformé en une claustrophobie dorée. Gabriel avait renforcé la sécurité en installant davantage de caméras et de capteurs, mais il savait que le véritable danger ne venait pas de la porte, mais de l'impatience froide de ses ennemis. Il ressentait la vulnérabilité d'Élise comme une douleur physique, sachant que la richesse ne faisait que le rendre plus vulnérable. Il ne pouvait pas la garder éternellement dans une prison de marbre. Il avait besoin d'une solution légale pour se protéger des services sociaux et des menaces de la rue. Alors que Gabriel était en réunion frénétique avec ses avocats, traçant le chemin complexe de protection juridique, cherchant désespérément à transformer la compassion en paperasse, Élise avait besoin d'un minimum de normalité. C'est Inès Bernard, l'assistante sociale, qui a insisté pour qu'elle examène médicale de routine en ville. Une exigence administrative, nécessaire pour entamer toute procédure judiciaire. Gabriel hésita. Son instinct lui criait de ne pas la quitter des yeux, mais Inès, avec son calme professionnel, affirma que c'était essentiel, promettant d'être sa bouclier humaine. Élise, avide d'un aperçu du monde extérieur, sourit d'une manière qui brisa la résistance de Gabriel. Ce n'est qu'un contrôle. Je vais bien, monsieur Gabriel. Il n'allait pas bien. La salle de réunion semblait exiguë. Les transactions immobilières à plusieurs millions d'euros sans importance. Il essayait de se concentrer, mais l'image de la rue milanaise, des hommes au regard froid et dédaigneux, tournait en boucle dans son esprit. L'horloge s'écoulait avec la lenteur angoissante des instants précédant la catastrophe. Des heures plus tard, les ondes aigus depuis son téléphone portable a brisé la concentration de la réunion. L'appelant était Inès Bernard. Sa voix était tremblante, méconnaissable. « Gabriel, ils l'ont emmené. Ils ont emmené Élise. » Le monde de Gabriel a implosé. Ce n'était pas un cri, c'était une absence de son, la pièce était pleine. Les mots d'Inès étaient une flèche glaciale. Elle expliqua, en sanglotant de culpabilité, qu'ils avaient été coincés devant la clinique. 3 hommes. L'un d'eux l'avait maintenu, tandis que les autres traînaient Élise jusqu'à une camionnette. Le détail le plus cruel, celui qui avait brisé la logique de Gabriel, était le mot qu'elle avait laissé à la main. Il connaissait ton nom, Gabriel. Il disait que tu avais 24 heures pour payer 50 000 euros, sinon elle disparaîtrait à jamais. L'argent n'avait jamais été la véritable demande. C'était la peu, un cruauté, la certitude qu'il pouvait toucher la seule chose à laquelle il tenait. La fureur froide de Gabriel s'installa, transformant le choc en détermination glaciale. Il s'est retrouvé dépouillé de son armure de fortune. La richesse ne l'avait pas protégé. Cette nuit-là, le silence dans le manoir était assourdissant. Inès le supplia d'appeler la police, mais Gabriel secoua la tête. « Si on les implique, ils disparaîtront avec elle. Je ne peux pas prendre ce risque. Il ferait ce qu'il a toujours fait de mieux, agir seul, en dehors des règles. Il a récolté l'argent,
50 000 eurozen note volante, estimant qu'il offrait un sacrifice inutile mais nécessaire. À minuit, l'appel arriva. Un numéro non répertorié. La voix de l'homme barbu, fluctuante et cruelle, confirma sa peur. « On la tient, Moreau. Si vous la voulez vivante, le prix a doublé. 100 000 euros. Et ce ne sera pas à Paris. Apportez la somme totale, seule, vers un entrepôt à Marseille. L'endroit a changé. La demande a doublé. La seule chose qui est restée, c'est certitude qu'il se dirigeait vers un piège. La faiblesse que les ravisseurs espéraient n'était pas l'argent, mais amour de Gabriel. Et il était prêt à payer le prix fort. La vidéo devrait se terminer avec Gabriel au balcon, frappé par le vent mordant de Paris. Le sac à dos contenant l'argent est à ses pieds. Il regarde l'horizon nocturne où Marseille l'attend, et il sait qu'il quitte le monde des affaires pour entrer dans un bataille que la fortune ne peut gagner. Le spectateur reste avec la panique de Gabriel. Il tombe dans le piège, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les ravisseurs comptent sur son aide. Froiderait ton logique du milliardaire. Mais Élise, la fille de la rue, lui avait déjà appris une nouvelle façon de survie, un domaine qu'il lui faudrait maîtriser en moins de 24 heures. Le voyage à Marseille n'était pas un voyage de luxe, c'était une exil sombre de raison. Gabriel voyageait seul, la voiture glissant sur l'autoroute sous l'obscurité de la nuit française, le compteur kilométrique affichant plus des 750 kilomètres de Paris. La vitesse était brutale, mais le temps s'écoulait. Il ne pensait pas à la 300 millions d'euros qui l'attendaient dans de nouveaux contrats. Il était obsédé par fragilité de la vie d'Élisette, par futilité de sa propre richesse. Le sac à dos qu'il avait rempli 200 000 euros dans des notes principalement de 500 euros, c'était comme un poids de plomb. C'était son sacrifié, l'argent, leur outil de pouvoir, désormais réduit à un monnaie d'échange désespéré. Le narrateur doit souligner le changement sensoriel. L'air pur et froid parisien est remplacé par odeur acrède, la mer et du pétrole des navires à Marseille. Le port, un labyrinthe de conteneurs, rouillés s'empiler à des hauteurs qui ont atteint plus de 3 étages, est le cadre idéal pour la trahison. Le lieu de rencontre est un entrepôt abandonné, le genre d'endroit où la loi de l'argent n'a pas son mot à dire. Un hangar avec environ 500 mètres carrés du vide. Gabriel se gare à 800 mètres, il s'éloigne, parcourant le dernier tronçon. Chaque pas résonne sur le trottoir fissuré, un son qui, pour lui, est plus fort que n'importe quelle réunion d'actionnaires. La lumière d'une seule ampoule sale et vacillante échappe de l'intérieur de l'entrepôt, seul point d'attention dans la vaste obscurité. Il est nerveux, mais son visage est impassible. C'est le discipline de fer de 25 ans de négociation sous pression, désormais appliquée à survie. Il pousse la lourde porte coulissante, le grincement aigu de la charnière et raflant le silence. À l'intérieur, la scène est un pacte visuel. Élise est attachée à une chaise, son petit visage pâle couvert de larmes séchées. Le lapin en peluche gît sur le sol près de ses pieds, un symbole de l'innocence abandonnée. Mais quand ses yeux se lèvent et rencontrent les siens, quelque chose étincelle. Ce n'est pas seulement de la peur, cet relief est une confiance inébranlable. « Monsieur Gabriel », elle murmure, et cette simple mention de son nom est la seule récompense dont il a besoin. L'homme barbu, le chef, surgit de l'ombre, flanqué de ses 2 complices. La faible lumière accentue la menace de son sourire. Gabriel ne perd pas de temps. « Laissez-la partir », exige-t-il, sa voix ferme malgré la fureur glaciale. Il jette le sac à dos en avant, le billet de 100-500 euros un peu affalé sur le sol sale. 100 000 euros, la somme totale que vous avez demandée. Le reste viendra quand elle sera en sécurité. L'homme barbu rit, un son dur et cruel. Tu crois qu'on négocie avec des vies, Moreau? Le rythme devient tendu avec des phrases courtes et directes. Lacune en matière d'information. L'homme barbu révèle la véritable raison. La fille vaut plus que de l'argent. Elle va avoir un prix élevé ailleurs. Si vous ne répondez pas à nos exigences, nous parlons d'une valeur pouvant atteindre un demi-million d'euros sur le bon marché. Les mots se tordent comme un couteau. L'enlèvement n'était pas lié à 100 000 euros du sauvetage. Il s'agissait de la trafic. Inventé d'Élise à un réseau plus vaste. Le choc de Gabriel est évident. La fureur se transforme en désespoir violent sous sa peau. Il pensait payer une rançon. En fait, il était juste participé à un processus d'appel d'offres. Gabriel s'avance, prêt à la violence qu'il a évitée toute sa vie. La scène est au bord d'une explosion, le spectateur s'attend au combat physique, au moment d'action du héros milliardaire. Mais le courant de ruine s'était pas encore pleinement manifesté.
Le narrateur doit se concentrer sur la petite silhouette assise sur la chaise dans le coin. Le corps d'Élise cesse de trembler. C'est à ce moment-là, avec de l'argent éparpillé et une violence imminente, qu'une voix calme étonnamment autoritaire coupe la tension, une voix que Gabriel n'a jamais entendue auparavant. Ce n'est pas le cri d'une victime, mais certitude silencieuse d'une survivante. Et ce qu'Élise s'apprête à dire va non seulement lui sauver la vie, mais aussi détruire la confiance des criminels d'une manière que Gabriel, le maître négociateur, n'aurait jamais pu imaginer. Elle va lui prendre le peu de pouvoir qu'elle a, son mémoiret, ton intelligence, et fera ce que 100 000 euros d'un milliardaire, il ne pouvait pas le faire. L'air dans l'entrepôt marseillais était lourd, chargé de la menace de violence et de l'odeur salée de la mer. Gabriel, dans une position terrible, était sur le point d'exploser. Son cerveau de milliardaire, habitué à faire la guerre stylos et contrat, je ne savais pas comment lutter contre deux hommes poussés par la cupidité et la cruauté. Il avait échoué. Il s'était préparé à perdre 100 000 euros, mais maintenant confronté à la perte d'Élise, à cause d'un destin de trafic qui vaudrait la peine un demi-million d'euros, c'était pour lui le comble du désespoir. Mais au milieu de cette tension explosive, la scène bascule. La caméra passe du visage furieux de Gabriel et du sourire cruel de l'homme barbu à la petite silhouette attachée à la chaise. Éliselle ne pleure plus, elle ne tremble plus. Ses grands yeux noirs sont fixés sur le chef et sa voix, étonnamment calme, coupe la tension comme un scalpel. « Tu ne peux pas me vendre », déclare-t-elle, et le ton n'est pas celui d'une supplication mais d'une certitude. L'homme barbu, Mark Riley, se fige, l'incongruité totale. Un enfant ligoté défiant ses ravisseurs. C'est le rupture de modèle, cela attire l'attention. Il rit nerveusement, mais Élise n'hésite pas. Elle ne leur a pas donné le pouvoir de décider. « Parce que je sais qui tu es », elle continue. Sa voix est basse, mais chaque mot est parfaitement clair. « Je t'ai entendu parler. » Son cerveau, entraîné par la rue à absorber chaque détail vital à la survie, avait collecté et catalogué des informations que les criminels considéraient comme inoffensives. Vous vous appelez Mark Riley. Vous habitez Blossom Lane, près du centre-ville de Marseille. Vous avez une fille qui va à l'école Saint-François. Elle est en CP et vous faites du vélo avec elle. L'effet est immédiat et dévastateur. Le sourire de Riley s'effrite en un pur chausset de fureur pâle. Il n'est plus un monstre sans visage. Il est un père avec une adresse et une vie vulnérable. La peur de Gabriel se transforme en perplexité, l'enfant l'avait dépassé. Élise ne s'arrête pas. Elle se tourne vers son deuxième complice. « Et toi ?» elle dit. Il s'appelle John Davis. Sa mère est à l'hôpital de Naples en service de rééducation. Tu ne veux pas qu'elle sache ce que tu fais vraiment pour joindre les deux bouts. La salle bouge. La confiance du trois hommes hésite, exposée par la précision clinique d'un enfant de 7 années. Ils se voient comme des rats des rues. Mais Élise les voit comme hommes avec des faiblesses, et elle les a juste touchés. C'est l'apogée de l'intelligence contre la force brute. Élise a utilisé le pouvoir de la connaissance, la seule arme que la rue lui a donnée, pour créer un risque personnel pour eux, c'était bien plus grand qu'un demi-million d'euros. À ce moment crucial, le son aigu et lointain des sirènes commence à gémir. Inès Bernard, l'assistante sociale à qui Gabriel avait ordonné de ne pas impliquer la police, lui avait désobéi. Elle avait utilisé les coordonnées du dernier appel pour demander de l'aide. C'est la pique de reliefait un sommet de l'ironie. La bureaucratie que Gabriel méprisait vient de devenir son sauveur indirect. La panique s'empare des ravisseurs. Ils échangent des regards affolés. « Ce n'est pas fini !» grogne Riley, coupant les cordes qui retenaient les poignets d'Élise avec un couteau avant de se précipiter vers la sortie de service avec ses complices. L'argent, le 100 000 euros dans le sac à dos. Il reste la preuve que la cupidité a échoué. Gabriel se précipite et prend Élise dans ses bras. Elle s'accroche à lui avec une force désespérée, son petit corps tremblant. « Je savais que tu viendrais. » Elle murmure contre sa poitrine. La gorge de Gabriel se serre. « Personne ne t'éloignera. Plus jamais de moi. » Il promet. Et la promesse vaut plus que tous ses biens réunis. Lorsque la police arrive, moins de 3 minutes plus tard, l'entrepôt est vide de criminels. Élise, bien que sous le choc, se tient aux côtés de Gabriel, la tête haute. Elle a affronté la terreur et s'est battue avec elle. Mémoire. Gabriel sait alors qu'elle n'est pas seulement une enfant qui l'a sauvée, elle est quelqu'un qui l'a sauvée du vide de sa propre vie. Il s'éloigne du port, mais Gabriel sait que même si les hommes ont fui, bataille royale, il avait besoin d'Élise légalement dans sa vie, mais il devait aussi prouver au monde,
et à sa propre sœur Céleste qu'ils ne l'avaient pas acheté, mais qu'ils étaient tombés amoureux, choisis. Et la prochaine étape de cette lutte se déroulerait en environnement plus froid et sans relâche qu'ils connaissaient, un tribunal à Paris. 6 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit dans l'entrepôt de Marseille. La peur n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en détermination silencieuse. Le silence dans le manoir Moreau n'était plus celui de la solitude, mais celui de concentration. Les matins étaient remplis du son de Élysée en train d'étudier pour les cours, et Gabriel a découvert qu'il était lui-même redécouvrir la vie par la curiosité d'un enfant septensile, n'était pas seulement un gardien, il était un observateur, et ce qu'il voyait le remplissait d'un objectif qui milliards d'euros n'a jamais réussi. Le point culminant juridique de l'histoire approchait l'audience d'adoption. Ce ne serait pas dans un tribunal ordinaire, mais dans la salle solennelle chambre de justice de Paris, où le droit et l'émotion se rencontrent. Le matin de l'audience, Gabriel se tenait devant le miroir, ajustant sa cravate et ses mains, habituellement si fermes lors de la conclusion d'accords impliquant des dizaines de millions d'euros, tremblaient d'impatience. Aujourd'hui, il ne serait plus tuteur en exercice, il serait beau-père. Le narrateur doit se concentrer sur l'incongruité, subtil oui le prix. Élise fit irruption dans la pièce, vêtue d'une robe bleu pâle achetée par Gabriel. La robe qu'elle n'avait osé admirer que dans la vitrine tournoyait autour de ses genoux. « Est-ce que je suis jolie ?» demanda-t-elle. « Es-tu ?»« Parfait, » dit-il en s'agenouillant pour que leurs regards se rencontrent. C'est un pic de tendresse qui contraste avec la gravité de la journée. Dans la salle d'audience, la grandeur de la salle sembla, au premier abord, submerger Élise. Il y avait des avocats en costume sombre, la présence vigilante Inès Bernard, et oui, même Céleste Moreau. La sœur de Gabriel, bien que toujours sceptique, s'était rendue à Paris, sa présence étant une dernière signe d'approbation sociale dont Gabriel n'avait plus besoin mais qui était inévitable. Le moment crucial arriva. Le juge, un homme sévère, las de voir des familles échouer, demanda à Élise où elle voulait vivre. La question résonna dans le silence. Élise regarda Gabriel, et la confiance inébranlable dans ses yeux en était la preuve la plus éclatante. Sa réponse vint sans hésitation, avec une certitude qui, trop vieux pour ton âge. Comme Monsieur Gabriel, elle a déclaré. Et puis est venu le mot qui a brisé les défenses de Gabriel et a touché le spectateur à son point le plus vulnérable. Avec mon père, le mot bien planait dans les airs, fragile mais puissant. Le narrateur doit insister sur le fait que Gabriel, l'homme des glaces, le magnate qui ne montrait jamais de faiblesse, sentit sa gorge se serrer. Pour la première fois depuis décennies, de la perte de sa propre famille dans son enfance, le lacunes en matière d'information implicite depuis le sujet 2, il a permis à l'alès larmes sont tombées. C'était la catharsis finale, le moment où l'armure de 25 ans du succès financier dissout dans l'émotion pure. L'adoption a été finalisée le moins d'une heure. Les papiers remis à Gabriel semblaient plus lourds que n'importe quel contrat d'acquisition qu'il avait jamais signé. Ce n'était pas un accord, c'était appartenance. Même Céleste, à l'extérieur du palais de justice, s'est penchée pour serrer Élise dans ses bras, et son masque de froideur sociale a glissé. « Tu fais partie de la famille maintenant », a-t-elle murmuré. Gabriel et Élise quittèrent le tribunal. Ils avaient surmonté la bureaucratie, les menaces et l'indifférence. Mais en retournant au manoir, Gabriel regarda Élise et ressentit un poids plus lourd que celui de la paternité. Il ne pouvait ignorer la vérité qu'Élise l'avait forcé à affronter. Il y avait d'innombrables autres enfants, dans les rues de Paris et de Marseille. Il réclamait un refuge qui pourrait bien ne jamais arriver. La bataille pour sa propre famille était terminée, mais guerre contre l'indifférence ne faisait que commencer. Il avait utilisé l'argent pour la sauver, mais maintenant il savait qu'il devait utiliser son influence et ton fortune pour quelque chose qui durerait bien plus longtemps que sa vie. Que ferait le milliardaire avec votre nouvelle mission? Et comment Élise, la fille de la rue, l'aiderait à créer un héritage? Cela commencerait là où la niche avait échoué. L'hôtel Moreau à Paris ne ressemblait plus à monument à l'isolement d'un milliardaire. Le son de pas précipités s'étrir d'enfants résonna là où régnait autrefois le silence. Élise avait changé non seulement d'apparence, ses joues étaient saines, ses yeux brillaient d'un éclat confiance que la rue ne la volerait jamais, mais la rue, elle-même atmosphère de la maison. Des livres étaient éparpillés sur la table basse en verre, des dessins colorés se disputaient l'espace sur le réfrigérateur en acier inoxydable. Gabriel, qui avait auparavant consacré 14 heures au travail chaque jour,
Il passait désormais ses après-midi à écouter les histoires d'Élise sur l'école. Il avait appris l'art de écoute, vraiment. Mais l'adoption n'était pas la fin de l'histoire. C'était l'incident passionnant d'une nouvelle mission. Gabriel ne pouvait pas simplement fermer la porte de son manoir et oublier l'odeur salée et effrayante de Marseille. La vérité qu'Élise l'avait forcé à voir était qu'il avait peu pour changer non seulement une vie, mais de centaines. Il a canalisé toute sa fureur silencieuse contre l'injustice et la bureaucratie pour un nouveau projet, le refuge d'Élise, le Havre d'Élise. Ce n'était pas n'importe quelle association caritative, c'était un réseau de refuges conçu avec efficacité et luxe moral qu'il a appliqué à son entreprise. Il a initialement investi 10 millions d'euros de leur propre capital. Leur objectif était de fournir non seulement des lits, mais chaleur, éducation et surtout dignité. Le premier centre a été ouvert dans une banlieue de Marseille, intentionnellement non loin du lieu où Élise avait été enlevée. C'était une déclaration de guerre à l'indifférence. La scène d'investiture doit être une pique d'inspiration. La foule se rassembla. Gabriel se tenait sur l'estrade, mais à côté de lui se tenait Élise, vêtue d'un élégant manteau, sa petite main serrée autour de la sienne. Déclencheur et objectif des preuves sociales. Lorsque le ruban fut coupé, les applaudissements de la foule s'apaisèrent. Élise se pencha vers lui, et la voix qui avait réclamé un coin dans le jardin murmura « Nous les aidons, n'est-ce pas ?»« Essayez, » il a répondu, « parce que tu m'as montré comment faire. » L'histoire s'est étendue au-delà de la relation paternelle. Gabriel et Inès Bernard, l'assistante sociale, sont devenus des partenaires improbables. Inès a fourni la connaissance du système. Gabriel, le capital et l'influence brisaient les barrières bureaucratiques. Le lien entre eux s'est approfondi, en passion partagée pour ce nouvel objectif, en ajoutant une nouvelle et subtile couche émotionnelle au récit. Ils ont planifié de nouveaux refuges dans 6 d'autres villes européennes, visant à sauver de milliers d'enfants par année. Mais la menace du passé ne disparaît pas si facilement. Le narrateur doit insérer une incongruité subtilesse qui suggère que l'héritage est menacé. Par un soir tranquille, alors qu'il examinait les premiers rapports de dépenses de la Fondation, Gabriel remarqua une transaction inhabituelle. Un virement de fonds, certes modeste mais récurrent, vers un compte dans un paradis fiscal. Le montant était insignifiant, à peine 500 €, mais le nom du destinataire lui était étrangement familier. Son cerveau, habitué à la fraude et à l'évasion, déclencha une alarme. Le compte était lié à un ancien partenaire de sa sœur, Céleste, un homme qui avait été banni de l'entreprise de Gabriel pendant 4 ans pour détournement de fonds. Qu'est-ce que cela signifiait? Se pourrait-il que la haine de Céleste, la nouvelle vie de Gabriel, s'était transformée en une sabotage financier à la fondation d'Élise? Ou était-ce un indice de quelque chose de plus profond, reliant Tom de Marseille retour à son ancienne vie? Gabriel ressentit le frisson familier de la trahison. La lutte contre les ombres de la rue venait peut-être d'au sein de votre propre famille. Le soupçon était un poison lent dans le sang de Gabriel Moreau. La transaction de 500 € à l'ancien partenaire malhonnête de Célesté était petit, mais l'incongruité était flagrant. Le milliardaire, qui gagnait toujours en analysant données froides, se retrouva alors contraint de se méfier de sa propre famille tout en essayant de protéger la sienne. Il convoqua une réunion d'urgence avec ses gardes du corps et Inès. Bernard, la seule personne en qui, outre Élise, avait une confiance absolue. Ils en conclurent. La menace ne venait plus de la rue, mais de dans votre cercle. Gabriel, le visage toujours impassible, sentit la trahison le frapper avec une force inattendue. 4 ans avant, il avait interdit 3 partenaires pour mauvaise conduite. L'un d'eux semblait orchestrer une vengeance subtile par l'intermédiaire de la fondation qu'il aimait le plus. Vengeance, ce n'était pas contre lui, mais contre l'humanité qu'Élise avait éveillée en lui. Le narrateur doit décrire le double bataille Gabriel. Il passait ses journées à signer des chèques qui totalisaient millions d'euros pour élargir le refuge d'Élise à 3 nouvelles villes, tout en passant les nuits en utilisant les ressources de surveillance, de haute technologie pour remonter à la source du sabotage. Le contraste entre actes de charité publique et les thrillers, d'espionnage, privéquait ce qui maintient la tension élevée. La pression était immense, mais la pique de tendresse faisait partie de leur rituel nocturne. Gabriel lisait des histoires à Élise avant de se coucher. Ce n'étaient pas des histoires fantastiques, mais des récits courage silencieux et de famille improbables. Un soir, Élise le surprit. « Monsieur Gabriel, quand vous étiez petit, n'aviez-vous pas aussi une maison ?» La question le frappa.
Lacunes en matière d'information que le public attendait depuis le thème 2. Gabriel hésita. Son regard se posa sur l'ombre qui couvrait la moitié de sa chambre. « J'ai perdu ma mère quand j'étais 8 ans, admit-il à voix basse. Mon père est devenu très froid, et je suis devenu juste un nombre. Je n'étais pas dans la rue, mais je n'avais pas de maison. J'avais un château vide. » Cette confession, la première de 37 ans, a solidifié le lien. Élise n'était pas seulement sa fille, elle était sa miroir, ton traitement. Le lien avec Inès Bernarel s'est également approfondi. Elle ne le voyait plus comme un milliardaire arrogant, mais comme un père en conflit. Ils ont commencé à planifier ensemble non seulement leur retraite, mais aussi leur nuit paisible dans le jardin, regardant la lumière de Paris. Leur relation s'est construite sur objectif, partagé pour protéger Élise et l'héritage qu'elle représentait. Une nuit, pendant qu'Élise dormait, Gabriel et Inès examinaient un plan des nouvelles installations. C'est Inès qui remarqua un détail dans un vieux rapport d'assistance sociale, un document daté 5 en savant. Un nom, Mark Riley, l'homme barbu de Marseille, était répertorié comme contact sur une orphelinat en faillite. Curieusement, celui-là même qu'Élise avait fui. Le lien n'était pas seulement la rue, c'était institutionnel. Gabriel ressentit un frisson. L'évasion d'Élise n'était pas un accident, c'était une libérée d'un système corrompu de l'intérieur. L'homme barbu était plus qu'un kidnappeur. Il était impliqué dans l'abandon systématique d'enfants qui seraient plus tard victimes de la traite. La révélation fut dévastatrice mais libératrice. Gabriel et Élise ne combattaient pas des criminels de bas niveau, mais un réseau d'exploration qui utilisait la façade des œuvres caritatives. Mais la dernière pièce du puzzle, crochet invisible, était dans le jardin de sa propre maison. Quelque chose qu'Élise avait construit en secret. Un symbole final. Cela prouverait que leur amour était, en fait, le fondement d'un nouveau départ qui allait résonner dans le monde entier. Et ce symbole, de manière inattendue, était l'échenil. La vérité sur le réseau de corruption qui liait le ravisseur Mark Riley, les anciens cercles d'affaires de Gabriel, planait sur le manoir. La lutte de Gabriel était devenue guerre contre l'obscurité institutionnelle, et il utilisait chacun million d'euros de sa fortune et de l'intelligence de Inès Bernard pour le démanteler. La vengeance subtile de Céleste, le transfert de 500 euros, n'était que la pointe de l'iceberg qui révélait l'exploitation des milliers d'enfants dans toute l'Europe. Le narrateur doit souligner que, malgré la gravité du combat, la vie de père et fille s'épanouissait. Les soirées devenaient sacrées, passées au jardin à contempler le ciel parisien. C'est par une de ces nuits calmes que Éliselle tira la main de Gabriel et le conduisit dans un petit coin près de l'endroit où elle s'était cachée au début mois. La scène est une sommet de tendresse et de symbolisme. Là, à l'endroit exact où la pluie avait trempé son petit corps, se dressait une structure simple faite de bois neuf peint en blanc. C'était Lachenilel avait posé des questions sur le jardin reconstruit pendant la tempête. Autour fleurissaient les marguerites et la lavande qu'Élise avait plantées. Sur une petite plaque gravée à la main était écrit « Pour chaque enfant qui cherche encore un foyer et pour ceux qui en ont trouvé un ». Le symbole de la misère était devenu une emblème de l'espoir. Gabriel s'agenouilla à côté d'elle, son par-dessus sur mesure contrastant avec la terre. Douce incongruité, le dernier et le plus beau. Il la serra dans ses bras. « Tu m'as demandé une niche, Élise, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion, la confession de son père surmontant le cynisme du milliardaire. Élise pencha la tête, ses yeux brillaient. « Mais tu m'as donné un foyer. » Gabriel la serra plus fort, incapable de contenir la boule qui lui serrait la gorge. Il la corrigea en murmurant « Non, Élise, tu m'en as donné une. Tu m'as donné la famille que j'ai perdue il y a 37. » Hanasso, c'est la résolution de la lacune en matière d'information de son enfance est complète et la rédemption est accomplie. La lumière du crépuscule baignait le jardin. Le refuge d'Élisa aidait déjà de centaines des enfants et l'impact de leur histoire s'est répandu. L'argent de Gabriel n'avait pas acheté Élise. Le désespoir d'Élise avait acheté l'humanité de Gabriel. Le narrateur conclut, la voix basse et pensive, en regardant les implicités de la niche. Le voyage avait commencé avec l'humiliation d'un enfant et l'indifférence d'un homme, et s'est terminé par le fondation d'un héritage construit sur l'amour. Gabriel Moreau, l'homme qui vivait isolé dans un palais de verre et acier, a découvert que la seule richesse qui comptait était confiance souvenir inébranlable de la fille qui lui a demandé un jour si elle pouvait dormir dans un coin, n'importe quel coin. La vidéo se termine avec la caméra qui s'éloigne lentement,
le dernier plan focalisé sur la petite niche blanche dans le vaste et luxuriant jardin parisien. Mais le narrateur laisse le spectateur avec une question qui résonnera toute sa vie. Leur histoire nous rappelle que l'amour n'arrive pas toujours dans des plans grandioses. Parfois, il commence par une simple demande, formulée sous la pluie, qui vous force à affronter votre propre solitude. Quel est votre refuge, cette vulnérabilité que vous avez ignorée, et qu'est-ce qui vous empêche d'ouvrir la porte aujourd'hui?